Prochaine section, les tremblements de terre et les volcans. Quelques chiffres au sujet des tremblements de terre. Les zones à risque. 95% ont lieu aux frontières de plaques tectoniques, ce qui est parfaitement normal parce que les plaques, en se rencontrant, accumulent de l'énergie qui le relâche d'un coup, éventuellement. Et 80% ont lieu autour de l'océan Pacifique. Donc, on est dans cette zone. Donc, les tremblements de terre sont plus probables du côté de l'océan Pacifique. Un tremblement de terre peut aussi causer un tsunami de l'autre côté de l'océan. Ça peut traverser l'océan, ça dépend de la force du tremblement de terre sous-marin, l'orientation, mais vous pouvez parfaitement avoir un tsunami d'un côté de l'océan qui va se propager de l'autre côté de l'océan. Regardons plus en détail les plaques qui constituent la Colombie-Britannique. Au nord, vous avez une frontière coulissante, ici, la faille de la Reine-Charlotte, située près des îles de la Reine-Charlotte, qui sont aussi appelées Haida-Gwaii. À l'ouest de l'île de Vancouver, vous avez des plaques divergentes. La plaque du Pacifique et la plaque Juan de Fuca, qui s'éloignent l'une de l'autre, avec une dorsale, ici. Ce mouvement ici fait que, au niveau de Vancouver, de l'île de Vancouver, vous avez des plaques convergentes. La plaque Juan de Fuca qui va glisser sous la plaque nord-américaine. Donc, ici, c'est un mini-système qui fait que vous avez une plaque ici qui est divergente, des plaques divergentes ici, et ici vous avez des plaques convergentes avec une zone de subduction. Vous pouvez voir ici un zoom de l'image de tout à l'heure avec les systèmes de la plaque du Pacifique, la plaque Juan de Fuca, la frontière coulissante ici de la Reine-Charlotte, les îles Haida-Gwaii, la zone de subduction ici, la plaque nord-américaine, et ici vous avez le fossé qui est créé par la zone de subduction. On note ici les différents types les différentes forces de tremblements de terre qu'il y a eu au cours de l'histoire, avec les années. Et vous avez eu la source ici d'un grand tremblement de terre en 1700, dans les environs de 1700, où l'énergie a été libérée ici. Ça veut dire que l'énergie qui avait été accumulée par le frottement ici a été libérée d'un coup et ça a causé un grand tremblement de terre en 1700. Parlons un peu des caractéristiques des tremblements de terre et aussi de la terminologie. Un hypocentre, c'est l'endroit à l'intérieur de la Terre où commence un tremblement de terre. C'est l'origine. Plus l'hypocentre est profond, moins grand est le tremblement de terre, parce qu'il est plus loin. L'hypocentre est plus loin. Un hypocentre de surface libère son énergie plus rapidement vers la surface, parce qu'il est plus près de la surface. L'épicentre, c'est le point à la surface situé exactement au-dessus de l'hypocentre. Donc, c'est vraiment l'endroit à la surface. Voici un dessin montrant l'hypocentre, ici, où est libérée l'énergie du tremblement de terre, et l'épicentre, qui est situé directement à la surface de l'hypocentre. Les ondes d'énergie s'en vont bien sûr dans toutes les directions. Nous allons voir qu'il y a différentes ondes d'énergie qui proviennent d'un tremblement de terre. Voici un tableau montrant la profondeur de l'origine de tremblement de terre. C'est une classification entre un hypocentre peu profond, de 0 à 70 km de profondeur, un hypocentre intermédiaire, de 70 à 300 km, et un hypocentre qui est considéré profond, de plus de 300 km. L'énergie libérée par les tremblements de terre produit les ondes sismiques, d'où la sismologie, qui est l'étude des tremblements de terre et des ondes sismiques. L'énergie que libère un tremblement de terre produit des vibrations appelées ondes sismiques. Il y a 3 types d'ondes sismiques. P et S, qui sont des ondes de volume, et L, qui est une onde de surface. Voici un tableau montrant les types d'ondes sismiques. Le premier type d'onde, l'onde P, c'est une onde primaire. C'est un type d'onde de volume.
la première arrivée, c'est la plus rapide. Elle compresse et étire le sol dans la direction de son déplacement, comme ça. Elle traverse les solides, les liquides et les gaz. Le deuxième type d'onde est une onde secondaire, l'onde S. C'est encore ici un type d'onde de volume. La deuxième arrivée, plus lente, cause un mouvement du sol perpendiculaire à la direction de son déplacement. C'est ici. Elle traverse les solides, mais pas les liquides. Le troisième type d'onde est le type d'onde L, onde de surface, se déplace à la surface de la Terre. La dernière arrivée, c'est la plus lente. Elle fait rouler le sol comme des rides à la surface de l'eau. Elle fait rouler le sol comme des rides à la surface de l'eau. Donc, au niveau des vitesses, P est plus grand que S et plus grand que L. Voyons maintenant comment ces ondes se déplacent à l'intérieur de la Terre. Les ondes S disparaissent au fond du manteau parce qu'elles ne peuvent se déplacer à travers le noyau externe liquide. Donc, vous avez les ondes S ici qui prennent leur origine au niveau de l'hypocentre et elles sont capables de se propager dans le manteau, mais quand elles arrivent dans le noyau externe ici qui est complètement liquide, elles ne peuvent pas se propager. Mais il y a quand même de l'énergie qui traverse ce noyau externe et ensuite il y aurait une réapparition des ondes S dans le noyau interne. Je ne sais pas du tout comment ils peuvent mesurer une onde S dans le noyau interne. Les ondes P et S se déplacent dans le sous-sol et subissent les effets de la densité de la matière qu'elles traversent. Donc, elles se propagent, mais elles subissent quand même des effets de la densité, les ondes P et S. Notez ici que l'onde P peut se propager dans les solides et dans les liquides. Donc, il y a une propagation continue ici des ondes P. Les ondes L se déplacent à la surface. Puisque les ondes L se déplacent à la surface de la Terre, elles sont plus lentes que les ondes P et S. Comment mesure-t-on les tremblements de terre? On le mesure avec un appareil appelé un sismomètre. Il est aussi appelé sismographe. C'est un appareil mesurant la quantité de mouvement causé par un tremblement de terre ici. Le sismogramme, c'est le tracé, c'est l'enregistrement sur papier du tremblement de terre. Donc, quand la boule ici est influencée par un tremblement de terre, on va pouvoir noter ceci sur un sismogramme qui tourne ici. Maintenant, la fameuse magnitude des tremblements de terre. C'est la mesure de la force et l'énergie d'un tremblement de terre. Elle est basée sur l'échelle de Richter, qui prend son origine en 1930. C'est une échelle de 1 à 10. Chaque niveau de l'échelle est une augmentation de 10 fois de la force. Donc, un tremblement de terre qui a une magnitude de 3 est 10 fois plus fort qu'un tremblement de terre qui a une magnitude de 2. Une magnitude supérieure à 2 peut être ressentie. Une magnitude supérieure à 6 endommage les bâtiments. Il est à noter que les sismogrammes servent aussi à déterminer la vitesse de déplacement des ondes sismiques. Les graphiques de la distance en fonction du temps peuvent nous aider à déterminer la distance entre une station de surveillance de tremblement de terre particulière et l'épicentre du séisme. Plus en détail, vous voyez ici le temps de déplacement en minutes et la distance de l'épicentre. Vous voyez ici que les ondes P se déplacent plus rapidement, elles parcourent plus de distance en peu de temps. Les ondes S sont plus lentes et à mesure que la distance augmente, la différence de temps entre l'arrivée des ondes S et des ondes P augmente. Et c'est finalement proportionnel à la distance de l'épicentre. Ça veut dire qu'à mesure qu'on s'éloigne, plus la différence de temps entre l'arrivée des ondes S et des ondes P va augmenter et c'est proportionnel à la distance de notre station de détection avec l'épicentre. Pour terminer ce chapitre, regardons les types de volcans. Premier type, les stratovolcans. Situés près des zones de subduction, ils sont de forme conique. Exemple, le mont Garibaldi et le mont Baker pas très loin. Deuxième type de volcan, les volcans boucliers. Vous lirez la page 533 pour plus d'informations. Ils se forment au-dessus d'un point chaud. Ils sont moins explosifs. Exemple, Yellowstone et Hawaï. Troisième type, c'est une éruption de rift. Aux frontières divergentes,
Exemple, dans la dorsale atlantique. Ils libèrent beaucoup de lave, mais sont peu explosifs. Ils sont souvent très allongés et ça permet d'avoir de la place pour que la lave puisse sortir. Le premier type de volcan que nous avons vu, ce sont les stratovolcans, représentés ici. Ils sont de forme conique due aux éruptions répétées. Le magma qui forme ces volcans est généralement très épais. Lorsque la pression accumulée est trop grande pour être contenue, une éruption volcanique explosive se produit. Généralement situés près des zones de subduction où ils forment des ceintures volcaniques. Un exemple de stratovolcan, ça a été qui a explosé, c'est dans le cas du mont Sainte-Hélène dans les années 80. Le magma qui alimente les chambres ici est en fait originaire de la plaque océanique qui fond sous la plaque continentale et qui alimente avec un magma très épais, ce qui fait que le magma tente de sortir, mais a de la difficulté à cause de son épaisseur et sa composition. Et à un certain moment donné, la pression augmente trop et il y a une explosion. Le deuxième type de volcan que nous avons vu sont les volcans boucliers, représentés ici. Ces volcans ne se trouvent pas aux frontières de plaques, mais plutôt au-dessus de points chauds. C'est des points faibles dans la lithosphère, les points chauds, qui laissent passer le magma à la surface. Le magma plus clair s'écoule plus facilement quand il atteint la surface, donc ce sont des éruptions moins explosives que nous observons. Elles sont moins explosives que celles des stratovolcans. Ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsque les plaques tectoniques se déplacent, le point chaud reste au même endroit. Donc, à mesure que la plaque se déplace, ça fait comme ça perce la plaque tectonique et vous pouvez voir des chaînes d'îles apparaître, ce qui correspond au déplacement de la plaque tectonique. Le prochain type de volcan sont les éruptions de rift. Elles se produisent quand le magma sort par de longues fissures de la lithosphère. Elles se situent où se trouvent des dorsales océaniques en expansion ou des rifts de l'écorce continentale. Elles sont peu violentes, mais elles peuvent libérer d'énormes quantités de lave parce qu'elles sont très longues. À faire. Relire les preuves provenant du paléomagnétisme, pages 511 et 512, et répondre à la question 12, page 517, et aussi faire les questions du manuel, page 537, numéro 1 à 12.